Travelling arrière. Bon Dieu, mais qu'est-ce que je foutais là, dans cet hôtel-club planté devant la Méditerranée, me disais-je en allant me servir une assiette au buffet Tex-Mex. La question pouvait s'étendre à mon existence. J'avais passé ma vie à me poser ce genre de questions auxquelles, je le savais bien, il n'y avait pas de réponse tangible. Malgré tout, je croyais à un cheminement certain de l'homme vers sa destinée. À ce moment, je ne cherchais plus un sens à ma vie. Trop de gens avaient perdu la leur dans cette quête absurde. Je ne cherchais plus à comprendre le monde autour de moi. Certes, il ne tournait pas rond. Dans l'histoire des hommes, cette phrase se vérifiait sans cesse. Tout est ellipse dans l'univers. Je constatais avec plaisir que ce petit vin se mariait bien avec mes tacos, et ce n'était déjà pas si mal. Je ne cherchais plus à comprendre pourquoi le bonheur est fait de touches fugaces dans une longue vie de labeur et de souffrance. Je cherchais encore moins à être quelqu'un de bien, ni à positiver, comme on nous le serinait à l'époque à tour de langue de bois et dans les slogans publicitaires. Positiver était le résumé imbécile de la vie du nouveau consommateur. La réponse à l'effondrement de la spiritualité et à l'angoisse du néant matérialiste qui s'ouvrait béant devant nous. Pour le moment, les comportements sociaux et les mentalités semblaient encore marqués au fer rouge par l'éducation quasi sado-masochiste de la civilisation judéo-chrétienne, imposée par le fer et le sang durant des siècles. Et puis, on ne nous avait jamais enseigné à chercher le bonheur, mais à fabriquer des objets. Je me servis une nouvelle assiette de faritas et vins me rasseoir à ma table. J'y étais seul et tranquille pour m'empiffrer. Aussi avais-je vraiment cherché l'amour à en donner ou à en recevoir. Je l'avais trouvé une fois sur mon chemin et je savais depuis qu'il pouvait vraiment procurer un bonheur incommensurable. D'aucuns me disaient que c'était la réponse à toutes nos souffrances. L'amour aussi entrait dans une norme. Les publicitaires les plus vils en faisaient même leur fonds de commerce. L'amour se résumait pour eux à un esthétisme froid et à un élitisme de la beauté aseptisée. Ils ignoraient le sens du mot amour, et ils flinguaient allègrement un peu plus sa poésie à grands coups de concepts verbeux et d'images fabriquées. Bref, l'amour, comme le reste, devenait un produit aussi lisse et glissant qu'une savonnette. Décidément, ce petit vin d'Asie mineure se laissait boire. Avais-je vraiment cherché l'amour de Dieu? Oui, enfin pas celui dont on nous parle à travers le prisme syncrétique des religions. On cherche souvent Dieu par égocentrisme, afin qu'il jette sur nous le voile rassurant de la grâce. On l'implore par intérêt pour qu'il solutionne tous nos petits soucis égoïstes. On le trouve donc rarement, car nous n'avons en général ni la noblesse ni la profondeur pour l'atteindre. Je finissais mon assiette de fruits frais en buvant un ultime verre de vin glacé. Je buvais beaucoup ces derniers temps. J'étais devenu un de ces alcooliques anonymes qui pullulent de notoriété publique. Il ne me restait à peu près rien de ce qui pouvait constituer un citoyen digne de le nouvel empire américain. Au chômage depuis 2 ans, je vivais désormais avec une béquille dénommée aide sociale. Ma femme avait foutu le camp avec nos enfants, 1 an après mon licenciement. Mon frère, qui m'avait recueilli dernièrement, s'était débarrassé de moi momentanément en me payant ce séjour en hôtel-club, pension complète, où j'avais erré pendant 1 semaine avec ce sentiment de vacuité vertigineux qui envahit l'être à certains moments de sa vie. Je semblais aussi content d'être ici qu'heureux de repartir là-bas. J'étais enfermé dans une prison sans murs ni barreaux. Rien ni personne ne m'attendait au pays. Mes parents étaient presque morts. Ils avaient cessé d'être vivants et d'être présents dans mon cœur d'enfant. Il en restait juste un lien, une filiation généalogique à classer dans un casier d'une quelconque archive municipale. On avait tout simplement du mal à se comprendre, et encore plus à s'aimer. Mon frère Jean-Paul m'hébergeait par obligation, et il n'avait au fond de lui-même aucun amour à donner, ni de bonté naturelle. Je le comprenais, car il était profondément aigri par ses conditions de vie et les épreuves qu'il avait traversées. Je pensais depuis le début qu'il saisirait la première occasion de me jeter dehors, alors que lui-même était seul et désespéré. Je comprenais qu'il ne pouvait pas supporter davantage le reflet pervers de sa propre existence.
lorsqu'il rentrait, harassé et ahuri de son boulot de vendeur au centre commercial. Il préférait plutôt s'abrutir devant la télé que de communiquer avec ce frère jugé un peu bizarre. En fait, nous n'avions pas grand-chose à échanger, et lorsqu'il me demandait, comme chaque samedi, « Marc, tu viens au bowling ?» je lui faisais toujours la même réponse. « Non, Jean-Paul, le bowling me fait chier. » Il se faisait un malin plaisir de me poser toujours cette même question, connaissant d'avance la réponse qu'il attendait. Il passait tous ses week-ends et son argent dans ce loisir crétin, avec des amis à peu près dénués de tout intérêt. Donc la situation était normale et sans ambiguïté. Je cessais d'y penser. J'enregistrais ce qui était en train de se dérouler à la table d'à côté.